Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Pascal, merci Josiane pour cette introduction. Merci à tous les quatre d'être là. On va vous présenter rapidement. Et je pense que c'est toi qui commences, Laura. Diadé Dembélé, vous êtes né à Kodi au Mali. Vous êtes diplômé de master de création littéraire à Paris également, où vous travaillez au sein d'une organisation d'aide aux migrants en tant qu'interprète. On l'a vu, vous écrivez des romans. Votre premier est sorti en 2022 et s'appelle Le Duel des grands-mères. Il a été récompensé du prix littéraire de la Vocation 2022. Et donc, vous sortez votre prochain livre prochainement. Bienvenue à Thionville. Merci. Vous avez le droit de dire merci, mais mis à part ça, on va vous présenter tous les quatre. Olivier Dubois, à vous de passer en revue. Finalement, vous êtes journaliste indépendant. Vous êtes spécialisé sur le Sahel, basé au Mali. Vous avez couvert cette région, notamment pour Libération et Le Point, et aussi pour Jeune Afrique, le 8 avril 2021, alors que vous êtes en interview avec un chef de groupe terroriste proche d'Al-Qaïda, le GSIM, pardon. Vous êtes enlevé et vous resterez donc en captivité pendant 711 jours. On en reparlera rapidement pendant l'entretien. Merci d'être avec nous ce soir, Olivier Dubois. François Grunewald, vous travaillez depuis plus de 35 ans dans la solidarité, à travers différents postes, à l'ONU, au Comité international de la Croix-Rouge, ou dans plusieurs ONG. Vous êtes président fondateur du groupe Urgence Réhabilitation Développement, et avez été donc directeur général et directeur de la veille et anticipation. Vous avez à ces titres animé des activités de recherche et d'évaluation des programmes humanitaires, de préparation à la gestion des risques en Afrique, en Amérique latine, au Caucase, en Asie ou encore au Moyen-Orient. Merci d'être là ce soir. Enfin, et nous passerons aux questions juste après, Tanguy Kideler, vous êtes docteur en sciences politiques à l'Institut Sciences Sociales du Politique. Depuis 2017, vous avez conduit plusieurs terrains de recherche au Burkina Faso, ainsi qu'au Mali. Vos travaux s'intéressent aux impacts des conflits armés sur les populations, aux mobilisations armées et aux recompositions de l'État. Vous aussi, on vous remercie d'être là ce soir. Et ma première question s'adressera à vous, Tanguy. La plupart des pays dont nous parlons ce soir et qu'on voit sur la carte et que vous pouvez voir en page 2 de la reproduction de PowerPoint qu'on vous a fournie, dont nous parlons ce soir, donc notamment Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Sénégal, si je ne m'abuse. Ces pays ont obtenu leur indépendance par rapport à la France en 1960. Est-ce qu'à la suite de cette indépendance, pour qu'on comprenne bien le contexte, ils ont connu des trajectoires relativement similaires ou pas ? Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails, et évidemment, chacun peut rebondir sur l'autre. Oui, c'est bon, vous m'entendez ? Merci dans le micro pour votre invitation, merci de votre présence. Ça va être compliqué de faire un condensé d'une histoire de 5 pays qui n'ont pas grand-chose à voir pour pas mal d'entre eux. Je vais commencer par peut-être les deux que je connais le mieux, donc le Burkina Faso et le Mali. Depuis l'indépendance, c'est surtout une histoire qui s'est construite avec une place centrale de l'institution militaire. Jusque dans les années 90, avec cette période qu'on a appelée la période de démocratisation, qui est aussi une partie du problème actuel, dans les souvenirs qu'elle a laissés, parce que c'était surtout une démocratisation de façade, je pense. Les liens aujourd'hui avec la France, pour ce qui est du Burkina Faso et du Mali, donc après le Niger, le Tchad, c'est encore des histoires différentes, de même que la Mauritanie, c'est aussi deux pays qui ont une histoire très longue et qui s'inscrivent aussi dans des trajectoires, disons, transnationales sur des courants panafricanistes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une place centrale, pour le cas par exemple du Burkina Faso, de figures justement qui ont été très critiques de ces rapports avec la France. Je pense par exemple à Thomas Sankara. Et on a aujourd'hui aussi sous des formes très diverses un retour en fait de ces discours très, très liés à l'anticolonialisme et au panafricanisme. Je ne sais pas si mes amis veulent rajouter quelque chose. Peut-être un complément, non ? François, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'un des points qu'il faut ne pas oublier, c'est que
toute cette période-là se passait pendant la guerre froide, et donc dans lequel les pays africains avaient à faire des choix d'alliances fortes, moyennes ou faibles avec les différents camps. Donc la Guinée de Sékou Touré a fait un choix très pro-soviétique, Sankara a fait un choix un peu intermédiaire, plutôt de libération, mais en essayant de tenir à une équidistance. Le Sénégal a fait un choix pro-français, le camp pro-occidental, et voilà, donc ça se passait dans cette période-là. C'est vrai que la fin de la guerre froide a redistribué les cartes et a amené les gens à se repositionner sur d'autres échelles. Et ce qu'on est en train de revoir maintenant, c'est finalement des alliances qui datent de cette période-là, sont en train de revenir à la surface. Et donc, juste avant de parler des coups d'État en question, dont on va parler juste après, est-ce que entre la fin de la guerre froide et avant ces coups d'État, il y avait une certaine stabilité, ou ça a toujours été instable et finalement les coups d'État ne sont que la poursuite de ce qui était là déjà avant? Alors, peut-être Olivier, si vous voulez répondre. Non, je crois que l'histoire de ces pays, en fait, elle alterne entre des pouvoirs militaires et des pouvoirs civils. On disait ça un petit peu cet après-midi, c'est-à-dire qu'il y a des coups d'État, les militaires prennent le pouvoir, au bout d'un moment il y a un ras-le-bol de la population qui ne change pas la donne, un pouvoir civil arrive et il se passe exactement la même chose, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, je veux dire, avec ce qui se passe au Niger, au Mali et au Burkina. Et donc on vient d'en parler, en 2020 et en 2021, le Mali connaît des coups d'État, le Burkina Faso c'est 2 coups d'État en 2022, le Niger c'en est un en 2023. Peut-être Olivier Dubois ou François Grunewald. Olivier Dubois d'abord, quelles sont les motivations de ces différents coups d'État? Alors, si, il y a des points quand même, c'est quand même différent. Je vais peut-être parler pour le Mali, les 2 derniers coups d'État en tout cas. Il y avait déjà, en tout cas au Mali, un ras-le-bol de la population qui s'était concrétisé par la création d'un mouvement qui s'appelait le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, qui appelait déjà à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. D'accord ? Il y avait des manifestations fréquentes à Bamako, et le 18 août 2020, 5 colonels, les colonels c'est important, donc, le grade après colonel c'est général, et généralement les présidents, contrôlent le passage des colonels au niveau de général parce qu'ils savent que ça, voilà, ils peuvent avoir du pouvoir, ils peuvent faire des coups d'État. Ces gens-là ont lancé un coup d'État. Donc voilà. Après pour le Burkina et le reste, je ne sais pas trop. Mais... François Grunewald, un complément peut-être? Oui, je crois qu'il y a toujours des tas de facteurs qui amènent ça. Donc en effet, le ras-le-bol de la population, des intérêts particuliers, c'est notamment beaucoup plus le cas du Niger, du coup d'État récent au Niger, où manifestement c'était plus des enjeux de sérail, des enjeux de palais internes qui ont amené ce coup d'État plutôt qu'il y a une vraie motivation populaire. Sur le Burkina, c'est un mélange de ras-le-bol de la corruption, ras-le-bol de l'insécurité, ras-le-bol du manque de gouvernance, plein de facteurs qui font qu'à un moment, des jeunes militaires décident de dire finalement, ça va pas, on prend la main et on va essayer de se la jouer. Donc ça fait partie des dynamiques complexes, en sachant que selon les cas, les militaires ont plus ou moins laissé de marge de manœuvre à ce qui existait comme mécanisme électif d'avant, ou ont tout annulé. Donc voilà, il y a des grandes variations, des interactions entre les militaires qui prennent le pouvoir et les mécanismes démocratiques qui devraient fonctionner et qui sont soit complètement abrogés, soit mis dans le cadre d'équipes de transition avec des mécaniques. Donc c'est très varié, très complexe. Et justement, on les voit projeter là actuellement ces hommes forts, Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Abdurrahmane Tchiani au Niger. Est-ce que ces hommes forts, ils ont un retour rapide de la démocratie en objectif, ou au contraire, est-ce qu'ils veulent conserver le pouvoir le plus longtemps possible? Alors je ne sais pas si Tanguy, vous pouvez répondre là-dessus.
pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est intéressant, et je pense dans la continuité de ce que disait François, c'est quelque chose qui a été assez peu analysé, c'est le conflit intergénérationnel. Alors peut-être pas pour Tchiani parce qu'il est d'une autre génération, mais je pense entre justement cette jeune garde d'officiers qui avait envie de changer les choses et qui en fait explique aussi en partie leur popularité auprès de la population. Vous avez aujourd'hui des populations sahéliennes où, disons, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Et par rapport à cette gérontocratie, en fait, de ces vieux présidents qui étaient là, qui représentaient une vieille génération, ces nouveaux chefs d'État qui sont jeunes, qui portent des valeurs viriles, l'uniforme, les armes, qui sont aussi des symboles de réussite pour beaucoup de gens des classes populaires, et bien je pense que ça leur construit une certaine aura et une puissance symbolique et une certaine légitimité en fait. Et notamment le fait que c'est aussi des officiers qui avaient été sur le terrain, entre guillemets, donc et qui s'opposaient justement à cette vieille garde, en tout cas dans leur rhétorique, de vieux généraux qui avaient passé toute leur carrière dans des bureaux climatisés à Ouagadougou, à Bamako. Et donc, c'était le plan de départ. C'est-à-dire, nous, on arrive pour changer les choses. Or, ils s'installent et finalement, ils commencent à avoir quand même les mêmes pratiques que ces vieux généraux dont ils critiquaient l'inaction, ou en tout cas le fait qu'il forcément l'exercice du pouvoir que ce soit je pense l'État malien ou le Burkina, une grande proximité aussi avec le milieu des affaires, le milieu des mines d'or, etc. Donc vous avez aussi à entretenir des réseaux de clientèle pour vous maintenir au pouvoir. Et pour l'instant, je pense que c'est parti pour durer. Je ne sais pas ce que vous voulez rajouter. Je voulais juste ajouter un truc. Il y a quand même un point commun à tous ces militaires qui prennent le pouvoir, c'est qu'ils sont généralement issus de la garde présidentielle ou c'est des forces spéciales. C'est des forces entraînées, bien équipées, censées protéger le pouvoir. Et c'est généralement eux, au bout d'un moment, qui se retournent contre le pouvoir. C'est quand même assez intéressant. Et comment ça se fait, ça, si vous avez une idée? Pourquoi est-ce qu'eux finissent pas se retourner par le pouvoir? Je pense que c'est aussi, au bout d'un moment, ils prennent conscience, déjà, ils veulent peut-être le pouvoir, mais ils prennent conscience que ce qu'on leur demande n'est pas possible. Par exemple, si un chef d'État leur demande, comme ça peut arriver au Mali, d'aller contre la population, de tirer sur la population, ils se rendent compte rapidement que vaut mieux se retourner contre celui qui est au pouvoir que les, 100 000, 200 000 personnes qui sont dehors, quoi. Voilà. François, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose rapidement. Oui, je crois que quelque part, il y a chez ces jeunes militaires une frustration de voir le pays qui part en autre boudin, quoi, les choses qui se dégradent, rien n'avance, les grandes déclarations des anciennes élites ne font rien avancer, les grandes déclarations des chefs militaires ne font rien avancer, et eux, c'est vraiment les jeunes Turcs qui disent, puisque c'est comme ça, on y va. Alors ils y vont avec leur connaissance fine des mécanismes militaires, beaucoup moins fine des mécanismes de ce que c'est que la gouvernance et ce que c'est que gouverner, et encore moins fine de ce que c'est que les relations internationales. Et donc ils y vont, j'aurais envie de dire, avec une envie de faire bouger les choses dans la bonne direction, mais c'est très compliqué parce que les outils qu'il faut ne sont pas des outils militaires. Le fonctionnement d'un pays qui a pris des habitudes démocratiques quand même demande du dialogue. Tout le monde n'est pas le doigt sur la couture. Et c'est compliqué. C'est une autre culture que la culture militaire. La culture de gouverner n'est pas la culture du commandement militaire. Et là, c'est évidemment compliqué pour eux. Merci, on a parlé du commandement. Je voudrais m'intéresser un peu plus à la population et je me tourne vers vous, Diadier Dembélé. Dans votre roman, qui a une petite partie, je crois, autobiographique, vous suivez la vie d'un garçon qui vit d'abord à Bamako et qui est renvoyé au village de sa grand-mère. Donc vous avez grandi au Mali, et dans ce roman, Le duel des grands-mères, vous n'évoquez jamais, sauf si je me trompe, la situation sécuritaire. Est-ce que c'est une volonté d'écrivain d'ignorer cette partie?
Est-ce que c'est en vérité la description que la population ne ressent pas forcément ces grandes stratégies géopolitiques que nous on voit aux infos, mais que finalement dans la vie quotidienne c'est pas forcément très prégnant? Alors, il y a deux choses, mais je pense que je vais peut-être jouer sur les mêmes reproches qui étaient faits à Camara Lai et son enfant noir qui se passait au moment de la colonisation et qui n'évoquait absolument pas du tout cette question également. Et je pense que pour moi, il s'est joué deux choses. La première, c'est que le roman est situé dans une période, en tout cas, que j'imagine avant 2010. Donc c'était à cette époque, on était en pleine effervescence, on fêtait les cinquantenaires des indépendances. La plupart des pays comme le Sénégal, le Mali, organisaient des fêtes tout le long des années, de l'année 2010. Donc il n'y avait pas encore, certes les commandements militaires étaient au courant de ce qui se préparait peut-être, le bouillonnement qui arrivait, mais la population elle-même était prise dans l'euphorie de la fête. Comment dire. Donc la deuxième chose, c'est que je ne voulais pas, pour un premier roman, tout simplement venir sur un sujet d'actualité. Je voulais éviter, quelque part, d'être une espèce d'orgueil, peut-être de tort, d'être cantonné à celui qui a écrit sur la guerre au Mali. Mais globalement, même de nos jours, certes, il y a la guerre, il y a des déplacés, on sent, lorsqu'on va à Bamako, on sait que le pays est en guerre, mais ça n'empêche pas les gens de vivre, en fait. Il y a des concerts, il y a des manifestations culturelles. Je veux dire, tout à l'heure, j'ai entendu le mot résilience. Il y a une forme d'acceptation de cette situation. Et même cet après-midi, Olivier disait quelque chose de très juste sur le fait qu'il y a tout le temps eu des problèmes. Et même lorsqu'on remonte encore plus loin du temps de ce que les colons français ont appelé la période des pacifications, et bien avant les guerres entre les royaumes, j'ai l'impression que, c'est presque un pessimiste de le dire, mais c'est presque dans notre ADN en fait, de voir qu'il y a des guerres et de l'accepter, et que ça ne puisse pas vraiment empêcher les gens de vaquer à leur occupation, bien évidemment, même si les populations qui sont concernées directement, puisque le Mali est très grand, très vaste, ressentent la douleur, effectivement. Au sujet des actualités, on va regarder deux vidéos. La première qui date de 2012 et la seconde de 2022. C'est surtout la population de Tombouctou, libérée il y a quelques jours à peine, qui a fait l'accueil le plus chaleureux au président français. Rebaptisé Papa Hollande, le pacificateur ou encore le libérateur, le président s'est offert un bain de foule au milieu des Maliens en liesse. Nous sommes venus supporter la France, nous sommes venus supporter François Hollande, on est fiers de François Hollande. Voilà. Vous êtes des la France des détassés, qui fait chez nous, on ne veut plus vous voir ici. C'est pas terminé. Voilà la France. Je suis vraiment content, il y a un sentiment de fierté, un sentiment de patriotisme qui m'anime comme ça. Vraiment, je suis fier du peuple malien. Bon, c'est coupé un peu brusque, avec Tanguy Kidler. Sans rentrer dans le détail du sentiment des populations locales, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux vidéos pour qu'on arrive à une telle différence d'accueil de la France au Sahel? Que des questions faciles. Alors, c'est pareil, je ne sais pas par où commencer en fait. D'un point de vue purement français, parce qu'on va peut-être parler des politiques publiques, puisque je pense que c'est quelque chose qui a assez peu intéressé les gens, en fait, la guerre au Sahel, de manière, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, la guerre contre le terrorisme au Sahel, qui est quand même la plus grosse opération extérieure française depuis la guerre d'Algérie. Qui représentait quasiment 1 million d'euros de dépenses par jour sur la fin de l'opération, et qui est une catastrophe stratégique, diplomatique, qui est présentée comme une victoire stratégique à certains égards, parce que certains chefs djihadistes ont pu être éliminés, mais en termes de gains politiques, aujourd'hui, on est devenu un symbole la rupture avec la France est vécue comme un symbole de libération, et d'un nouvel élan de décolonisation, même si après il y a tout
c'est l'arbre qui cache la forêt d'autres facteurs extérieurs, d'autres puissances qui s'investissent aussi dans la région. Et surtout, j'ai l'impression que ça montre aussi les limites de ce qu'aujourd'hui la France est capable de faire en termes de politique extérieure. Et c'est assez aussi flippant de voir qu'il n'y a aucun retour d'expérience qui est fait là-dessus. C'est-à-dire, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas de notre faute, c'est la faute des Russes. Donc là-dessus, c'est assez glaçant. Sur les dynamiques internes, je pense qu'il y a eu une grande lassitude aussi des populations. Faut s'imaginer ce que c'est quand même 10 ans de guerre, 10 ans à ne pas voir avancer les choses, et aussi les fantasmes, je pense, qui ont été mis sur une force militaire qui était présentée comme la 5e puissance militaire mondiale de l'époque, qui disait voilà, dans le sillage de Serval, tout sera réglé en quelques années et on va passer la tondeuse. Et justement aussi tous ces fantasmes se sont aussi transformés, et je trouve que c'est toujours intéressant de questionner justement la rumeur, ce qu'on met derrière le complotisme, etc. En disant voilà, que Barkhane était une nouvelle forme d'occupation qui aidait les djihadistes et tous ces fantasmes. Et au fur et à mesure, je pense que Vous pourriez juste nous préciser Serval, Barkhane ? Serval, pardon, oui. Serval était la première intervention donc sur les images qu'on voit de la libération de Tombouctou et qui s'est transformée en opération Barkhane derrière jusqu'à cette année. Je ne sais pas si j'étais un peu long, mais peut-être vous voulez rajouter quelque chose. Oui, puis il y a un constat, je pense, des populations qui voient très rapidement qu'à l'époque, après l'action éclatante de Serval, ça a été très rapide, je crois que ça a été un mois pour éparpiller les différentes forces djihadistes. Au fil et à mesure des années, la menace, elle métastase, quoi. Elle s'étend. Elle était au nord d'abord, au centre, puis il y a même des incursions au sud. Donc ils voient en fait une force française qui est chargée de lutter contre les terroristes, mais les résultats ne sont pas là, quoi. L'insécurité, elle s'étend. Il y a ça aussi. Après, il y a aussi, pour moi, la stratégie française qui était quand même de viser les têtes, de viser des chefs, quoi. Ça aussi. Et puis, je pense que l'armée française aussi, on ne peut pas combattre le djihadisme qu'avec une armée toute puissante qu'elle est, quoi qu'elle soit. Il faut aussi du développement, il faut aussi que le gouvernement du pays fasse des choses. Et je pense que l'armée française, la France, n'a pas trouvé un partenaire viable dans le gouvernement malien pour pouvoir accompagner son effort militaire. François Grunewald, vous souhaitez préciser ? Oui, peut-être deux choses. Donc, pour moi, un des problèmes, il est systémique et dépasse largement la France. Il est dans une crise comme ça, on a le déroulement d'un blueprint, d'un plan dans lequel il y a l'action armée, les élections, la sécurisation, etc. Or, on sait depuis longtemps que ça ne marche pas. Moi, le ministère des Affaires étrangères m'avait demandé, donc juste après Barkhane, on était encore en février, d'aider à réfléchir sur le plan de travail et surtout la situation humanitaire dans les zones qui étaient en train d'être libérées. Et donc je me trouve dans une discussion avec Pascal Canfin, qui était à l'époque ministre délégué du développement, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Christian Rouillet, l'ambassadeur de France, et la discussion c'est sur les élections. Et Fabius dit il faut aller très vite, il faut les élections dès juillet. Et Rouillet et moi j'étais avec lui un petit peu, on disait mais on ne pourra pas, juillet on est en pleine saison des pluies, les gens vont être dans les champs, tous les déplacés, les réfugiés qui sont partis, ils ne seront pas rentrés, et on ne leur aura pas donné leur carte électorale. Donc si on se presse trop tôt, les élections ne vont pas être crédibles. Et en fait, c'est ce qu'il y a eu. Et l'élection de Keïta, beaucoup de gens disent, mais en fait, les gens qui devaient voter n'étaient pas là. Et donc, il y a eu en ayant mis en place un plan d'action standard de gestion de crise, sans tenir compte du contexte, on a planté. Et le pauvre Christian Rouillet s'est fait vider, le premier ambassadeur s'est fait vider. Il a été remplacé par un ancien barbouze pour faire de la diplomatie, ce qui n'est pas toujours le bon cas.
Le deuxième élément qui est clé, c'est que quand on est face à une crise globale de gouvernance et de manque de confiance dans l'État, on ne règle pas ça ni avec des actions militaires, ni avec des actions de développement classiques, comme pousser les ONG, mettre des programmes d'éducation pour les femmes, des points d'eau, etc. C'est autre chose qu'il faut. Cette autre chose, c'est un travail avec les institutions nationales, recréer de la gouvernance. C'est pas tant d'installer l'État, parce qu'il y a des tas d'endroits, de réinstaller l'État, parce qu'il y a des endroits où l'État n'est pas installé. Et donc, c'était de travailler un petit peu sur des enjeux autres que le simple volet sécuritaire. Puis le troisième élément, et moi j'ai eu des discussions très très dures avec l'équipe de Le Drian là-dessus. 2015, décembre 2015, c'est le moment, non, janvier 2014, c'est les accords d'Alger. Janvier 2015. Et à ce moment-là, on était quelques-uns qui étions sur le Mali, on dit attention, les accords d'Alger, ça va gérer le problème au nord, mais il y a une bombe à retardement qui est en train de démarrer au sud, au centre, qui n'a rien à voir. Ce qui s'est passé sur Gourma, l'arrivée de la Katiba du Massina, ça n'avait rien à voir avec la dynamique du Nord, qui était finalement devenue plus du tout djihadiste, mais qui était vraiment retrouver les acteurs des bagarres, des batailles d'indépendance de l'Azawad et créer un accord là-dessus. Et ça, la diplomatie française ne voulait pas avoir ça. Et plein d'autres diplomaties d'ailleurs. Et donc, moi, je me rappelle de discussions avec Adam Thiam, on allait voir des ambassades. Personne n'écoutait le fait qu'il y ait une nouvelle crise qui était en train d'arriver, d'une nature complètement différente, et que les accords d'Alger ne réglaient pas. Et pourtant, Le Drian, il disait oui, les accords d'Alger, les accords d'Alger. Et donc, Barkhane, quand ça s'est créé, c'était encore très fortement marqué par le mandat défini par les accords d'Alger, qui était de lutter contre les indépendances des mouvements au nord. Et ils ont mis du temps à comprendre que la bataille, elle était au sud, avec d'autres acteurs qui avaient des stratégies militaires et d'intégration avec les populations complètement différentes. Et je pense, et pour terminer, dans des situations comme ça, si on n'a pas une analyse très fine et très régulièrement mise à jour de ce qui se passe sur le terrain, la probabilité qu'on fasse quelque chose de bien est faible. Mais en fait, le gouvernement français ne voulait pas écouter des chercheurs comme toi, comme moi, comme Yvon Guichawa, plein de chercheurs qui produisaient de l'idée, mais un autisme total du gouvernement. Et ça s'est évidemment renforcé avec le gouvernement qui a été mis en place à partir de 2017. Et donc là, on est arrivé dans une situation où c'est devenu impossible de faire arriver un discours fin, intelligent, proche des réalités, par rapport à des gens que ça n'intéressait pas. Et justement, une fois qu'on fait état de ça et qu'on voit ce que ça peut produire avec ce qu'on appelle un sentiment anti-français, comment on doit le comprendre? Est-ce que c'est un abus de langage et qu'on n'est pas forcément sur un sentiment anti-français, la population française? Est-ce que c'est plutôt un sentiment anti-France ou plus précisément anti-politique africaine de la France? Non, c'est ça, hein, c'est un sentiment, enfin, c'est anti-politique française en Afrique, c'est ça en fait. C'est pas anti-français. Il y a des tas de Français qui vivent au Mali, à Bamako, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ça. Et, oui, allez-y. Oui. Voir peut-être incarner dans la personne qui incarne cette politique française en Afrique, qui est le président français. Et là, moi, je rentre de Mauritanie ou Sénégal et j'ai dit. Les gens ont dit, nous, on n'a aucun problème avec la France. On a un problème avec Macron. Et ça, je crois que c'est vraiment très important de voir ça. Et juste, je me permets de rebondir sur ce que tu disais plus en avant. Je pense qu'il y a sur nous, comment on peut analyser nos politiques publiques en termes de politique étrangère. Il y a un vrai problème sur la pratique de l'Élysée sur les 2 derniers mandats. Moi, je pense qu'il y aura peut-être un gros travail journalistique ou de recherche à faire sur les éminences grises de Macron à ce moment-là. Il y aura peut-être sur Franck Paris notamment, je pense qu'il y aura un gros travail sur les années Le Drian aussi, que tu évoquais. Et je pense que, pour finir aussi sur la pratique du pouvoir et la personnification du pouvoir et de la diplomatie étrangère, il y a un moment fondateur aussi, c'est le sommet de Pau, qui a été vécu comme une humiliation
par toutes les élites intellectuelles du sahélienne et même plus largement. C'est-à-dire, donc c'était en 2018. Voilà, où le gouvernement français, mécontent des résultats de Barkhane, ou en tout cas en voyant ce sentiment anti-français avec tous les guillemets qu'on peut mettre derrière, avait convoqué les présidents du G5 Sahel, donc à Pau, pour faire une mise au point. Et cette convocation avait été vraiment vécue comme une humiliation. Et le fait d'ailleurs que les dirigeants s'y rendent, et c'est quelque chose qui revient encore souvent dans les conversations. Et, je complète juste, c'était aussi pour Macron la volonté de les convoquer pour leur demander est-ce qu'on continue avec Barkhane. Veuillez clarifier la situation, il y a un sentiment anti-français dans vos pays, voilà, dites-nous si vous voulez encore de nous. Mais la forme... Non, c'est carrément la forme, c'est discutable. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça a été vécu comme une humiliation. Je pense même qu'après cela, il y a eu Montpellier pour essayer de rattraper les choses. Et cette fois-ci, au lieu de convoquer les dirigeants, on a plutôt convoqué la jeunesse. Mais même là encore, on avait l'impression d'assister à une mise en scène savamment orchestrée. Je voulais juste rebondir sur la notion de sentiment anti-français qui, pour moi, ne correspond absolument à rien du tout. Bien évidemment, il y a le sentiment envers Macron lui-même, en tout cas c'est qu'il incarne. Et moi personnellement, je me suis toujours questionné sur qui le conseille. Maintenant j'ai la réponse. On le conseille, il n'écoute pas. Donc ça, c'est... Ces conseillers bloquent toute autre voie alternative. Ces conseillers bloquent toute autre voie alternative. Ah, d'accord, c'est encore pire. Je pense aussi parfois, lorsqu'on parle de ce sentiment anti-français, c'est souvent des jeunes qu'on va dans les manifestations. Et moi, quelque chose me dérange avec le substantif sentiment. J'ai l'impression que lorsqu'on parle de sentiment, on parle uniquement d'émotions. Et qu'on disait que ces émotions-là étaient gratuites, alors que la plupart de ceux qui manifestent sont quand même capables, à leur échelle, de comprendre les enjeux qui sont derrière. Tout à l'heure, sur la question de comment on est passé de Papa François Hollande, on t'adore, à La France dégage, il y a aussi un événement qui est arrivé que Olivier a évoqué cet après-midi, c'est lorsque l'armée française s'est interposée entre l'armée malienne et les rebelles du MNLA à Kidal. Il faut quand même comprendre que ces rebelles, en 2011, se sont associés aux djihadistes, donc ont été les alliés des djihadistes pour conquérir le nord du Mali. Et une fois la conquête terminée, ils ont été éjectés de la dynamique. Donc la France est venue reconquérir les territoires. Donc l'armée malienne, qui est quand même une armée souveraine, avait le droit de rentrer à Kidal. Donc ce traitement de faveur a été à la fois vécu comme une forme de trahison, parce que c'est le président John Kouda qui a appelé la France à l'aide, mais comme une forme de néocolonialisme carrément, et qui a alimenté bien évidemment beaucoup de complotisme sur la volonté de la France d'aider à la partition du Mali. Donc tout ceci a pu amener bien évidemment à une forme d'incompréhension de la politique française au Mali. J'aimerais juste ajouter, sur ce que tu dis, compléter ce que tu dis. Alors oui, c'est quelque chose d'important. Je crois que c'est une fracture, le fait que l'armée française interdise à l'armée malienne d'entrer dans Kidal. Maintenant, l'explication que donne l'armée française et militaire, c'était pour éviter un bain de sang, parce qu'il y avait eu, il y avait eu à Tombouctou, après la libération de Tombouctou, on avait eu une série d'exactions qui étaient quand même assez sanglantes. Et moi, quand j'avais posé la question, c'est ce qu'on m'avait répondu. C'était pour empêcher justement qu'il y ait un bain de sang à Kidal. On sait aussi que l'armée française avait des alliances avec des Touaregs pour essayer de contrôler, faire du renseignement auprès des groupes djihadistes. Il y avait aussi cette préoccupation-là. Mais bon, voilà, je voulais compléter avec ça. Je crois que pour aller dans ce sens-là, il ne faut pas oublier qu'un des moments clés de la période de 2011, ça a été le massacre d'Aguelok. Et donc ce massacre d'Aguelok, c'est des groupes de compositions politiques diverses, mais en tout cas Touareg, arrivant dans des bases de l'armée malienne et massacrant les soldats. Et ça reste une plaie ouverte pour beaucoup de Maliens qui ne voient pas si c'est des Touaregs indépendantistes ou des Touaregs djihadistes. Il ne faut pas la différence. Et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, on ne voyait pas très bien qui était la différence. Il n'y en avait pas
ou si on la voyait, si elle existait, on ne la voyait pas. Et en tout cas, ce massacre d'Aguel'hoc reste une vraie plaie ouverte dans la cosmogonie des citoyens maliens. Et donc, en effet, il y a cette dynamique-là qui rentre dans cette perte de confiance. Évidemment, maintenant que Kidal a été repris, maintenant que tous les groupes Touaregs sont partis dans le désert avec leurs armes et bagages, la grosse question c'est what next? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a plein d'interrogations. Le général Gamou, qui a été un des grands militaires Touaregs des périodes de la lutte contre de la guerre de 91, 90, 96, qui quelque part a créé un mouvement Touareg proche du gouvernement, potentiellement contre les autres mouvements Touareg indépendantistes, qui se sont tous retrouvés dans l'accord d'Alger. Il a été maintenant nommé gouverneur de Kidal. Donc c'est un vrai militaire très stratège. C'est quelqu'un qui est très bien placé dans l'architecture tribale d'une partie des clans, des groupes Touareg, mais il ne fait pas partie de l'aristocratie. Il n'est pas dans les clans dits nobles. Comment tout ça va se passer? Pour l'instant, il faut regarder, mais c'est pas simple. En tout cas, le futur a un grand avenir, comme dit l'autre. Oui, allez-y. Pour revenir à ce que, juste rapidement, sur ce qui est, sur la stratégie qui a été mise en place par la France ces 10 dernières années, je pense que c'est aussi intéressant de voir les contradictions et les concurrences internes qu'il y a pu avoir entre, par exemple, la diplomatie et les militaires, mais aussi au sein des militaires, entre la DGSE, la DRM, le commandement des opérations spéciales, les types d'alliances qui ont été faits parfois en contradiction avec certains, entre la DGSE, la DRM, le COS. Et là aussi, apporter une petite définition. Direction générale les barbouzes, les militaires classiques et les opérations spéciales. Ouais. Et je pense qu'aussi il y a une vision aussi très essentialiste des conflits et notamment des conflits en Afrique qui reste assez structurante en fait dans pas mal de cercles militaires. Et notamment, ce qui était intéressant, c'était de voir de manière très stéréotypée les discours qui étaient produits, par exemple, sur le Nord, sur les Touaregs, en disant, ben voilà, ça, c'est des populations qu'on connaît parce qu'on a fait alliance avec elles au moment de la colonisation, etc. Donc, toute une anthropologie imaginaire, en fait, qui était remobilisée. Et dans les discours aussi, la non-intervention au centre du Mali était vue au prisme de la situation qu'avait connue la France au Rwanda. C'est-à-dire qu'on n'interviendra pas là-bas parce que là-bas, c'est de l'ethnie. Et il y avait une dépolitisation, en fait, du conflit au centre. Et qui était renvoyée, en fait, à des considérations identitaires. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans la perception de cette lecture très, en fait, identitaire des conflits qu'on a pu avoir dans l'institution militaire pendant 10 ans presque. Diadé Demalé, pour reprendre sur le lien qui peut y avoir entre donc, la France et les populations, notamment au Mali, je vais lire une phrase de votre livre « Le duel des grands-mères ». Vous débutez votre roman comme ça, alors pardonnez-moi si je prononce mal certains mots. « À la maison, tout le monde parle Songhai, Peul, Bambara, Soninké, Sénoufo, Dogon, Mandinka, Tamashek, Hassania, Wolof, Bois. Mais à l'école, personne n'a le choix, il faut parler français. » Comment on le ressent, ça, au quotidien, quand on grandit au Mali? Alors, je suis plutôt heureux de pouvoir annoncer que ce n'est plus le cas, en tout cas officiellement. Le français est devenu de manière très subtile la langue de travail, donc elle n'est plus la langue officielle. Donc, c'est que, en tout cas, lui enlève le privilège d'être la seule et unique langue d'enseignement à l'école. Mais à l'époque, disons que ça créait une incompréhension. Enfin, c'était comme si on nous disait que déjà, dans les appellations, ce n'était pas des langues que nous parlons déjà, mais des dialectes. À savoir quelle est la différence entre un dialecte et une langue, si ce n'est le statut juridique que lui est accordé. Donc il y avait quelque part une forme de frustration, puisque
pour un enfant qui arrive à l'école, qui sait déjà correctement parler, qui connaît le nom des jours, de la semaine, les noms des couleurs, à qui on doit tout réapprendre en français pour qu'il puisse accéder en tout cas aux autres connaissances, disons, scientifiques, c'est assez difficile. Et même au-delà de ça, il y avait une conception, et c'est toujours le cas d'ailleurs, de la langue française comme étant la langue de l'élite. En fait, c'est la langue qui permet de s'élever socialement, d'accéder à des fonctions dans l'administration publique, d'être journaliste à la télé, puisque c'était la seule langue utilisée dans les chaînes info. Donc, quelque part, il y avait aussi cet écart entre ceux qui gouvernent le pays, donc qui parlaient tout le temps en français, et ceux d'en bas qui ne comprenaient pas très bien le français. Très bien. On va repasser donc, sur le sujet du djihadisme et du terrorisme dont on a un petit peu parlé. Donc là, on a 2 cartes qui sont du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Vous pouvez les retrouver sur vos petits PowerPoint imprimés. Donc on voit la première carte qui est donc, de 2014, c'est un peu plus loin, et la seconde qui est de 2023. Donc on remarque pour le Sahel qu'il y a une nette augmentation de la concentration des attaques de groupes militants terroristes. Donc on le voit au Mali, au Burkina, dans le nord du Bénin et au sud-est du Niger. Tanguy Kidler, à nouveau vous. Est-ce que là on peut parler, donc on en a un peu parlé, d'échec de la lutte antiterrorisme, ou est-ce qu'il y a aussi un changement de stratégie des groupes terroristes? On l'a évoqué en amont, hein, il y a une dispersion des groupes qui est aussi une stratégie en fait, d'investissement du monde rural, contrairement à ce qui a été observé au tout début du conflit malien où vous avez plutôt investi des villes. Là, il y a une volonté de mettre en place une guérilla dans le monde rural et d'administrer en fait des territoires et de les administrer sous le contrôle de mes camarades, c'est-à-dire prélever l'impôt, rendre la justice, fournir des services aux populations. Et là-dessus, je pense que justement cette dispersion, elle est très intéressante parce que c'est un sujet qu'on pourra aborder un petit peu plus tard aussi. Je pense que on a parlé de légitimité de l'État, on a parlé d'endroits où l'État était là ou pas. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'un État, notamment par exemple dans le monde rural, c'est de pouvoir régler les conflits interpersonnels entre les gens. C'est-à-dire, à un moment, c'est d'avoir un tribunal, une autorité qui fonctionne et que vous pouvez aller voir en cas de problème. Or, force est de constater que c'était la justice dans le monde rural, c'est plutôt la justice, en tout cas celle qui est rendue par l'État, c'est toujours la justice du plus fort, c'est-à-dire celui qui va payer le plus aura gain de cause. Donc qu'on vous vole une parcelle, qu'on vous vole votre bétail, qui sont en plus des conditions de survie pour ces populations. Il y avait clairement un manque et une demande. Et aujourd'hui, cette administration, cette justice, elle est rendue par les armes, que ce soit par les milices, que ce soit par les groupes djihadistes. Et ça a été un des points centraux de cette dispersion. Et c'est ça qui est intéressant, et ça fait écho à ce qu'on disait en amont, c'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème du terrorisme, en tout cas de la lutte armée, avec des drones et des opérations spéciales. Ce qui permet de régler ce type de problème, en tout cas l'investissement de ces zones, ça serait d'administrer déjà correctement ces zones rurales. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est intéressant parce que ça interroge un petit peu la politique française autour de ça, qui s'est beaucoup organisée autour de ce qu'on a appelé les 3D, diplomatie, défense, développement. Donc, diplomatie, en fait, la diplomatie de la France, ça a été de chercher plus d'armes, de créer plus d'alliances pour avoir plus d'armes. Ça a été d'aider à créer le G5 Sahel, voilà. Donc c'est une dynamique qui s'est organisée, et c'est pas anodin que la personne qui l'a portée était ministre des Armées, devenu ministre des Affaires étrangères. Donc là, il y a un petit peu un problème autour de ça.
Et les gens de Barkhane, j'ai discuté avec les états-majors de Barkhane à plusieurs moments, les gens nous disaient, mais nous on se sent un petit peu seuls là-dessus, parce qu'on nous a donné le dé de défense, mais en fait, à part taper quelques têtes des réseaux djihadistes, le vrai problème, c'est pas un problème de défense, il n'y a pas de guerre, il y a des problèmes de loi et d'ordre. Et donc, une armée, c'est pas fait pour régler les problèmes de loi et d'ordre. Il faut des gendarmes, il faut des juges, mais on nous a envoyés, nous, pour faire la guerre dans un endroit où c'est peut-être pas ça la bonne question. Donc, on a vu que le dé de diplomatie, c'était un petit peu était sorti n'avait pas fait son boulot. Le dé de défense, quelque part, n'avait pas pu non plus faire son boulot malgré toutes les bonnes volontés, parce que le boulot qu'on leur demandait de faire n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient faire. Et le dé de développement, au lieu de travailler de façon fine et un peu intéressante sur les mécanismes de gouvernance, etc., on a fait de l'infrastructure, on a fait des postes de santé, on a fait ce qui est tout à fait utile pour les populations, mais qui ne règle pas le problème de fond. Et donc les 3D, et maintenant c'est même remis complètement en cause dans les arcanes officielles, hein, ça a été une impasse méthodologique, une impasse conceptuelle, qui fait que quand on travaille sur une situation qu'on ne connaît pas avec des mauvais outils, eh ben on n'y arrive pas. Oui, Olivier Dubois. Non, je voulais juste rajouter que, surtout pour le centre du Mali, enfin moi je me suis rendu compte de ça quand j'étais au Mali, c'est la justice. Ça, c'est vraiment un truc qui revenait. C'est-à-dire que déjà, le gouvernement, les services de l'État ne sont pas très présents, mais quand ils viennent, ils ne remplissent pas leur rôle totalement. Et j'ai pour exemple, par exemple, des gens qui vont à la justice, le juge rend un jugement, l'autre camp va voir le juge, lui donne de l'argent et le jugement change. Donc ça veut dire que l'État n'est pas présent et quand il est là, il ne fait pas son travail. Donc il y a une véritable défiance qui s'installe. Et c'est vrai que les groupes djihadistes, puisqu'on parle de ça, arrivent dans ces zones-là et peuvent, eux, amènent une justice qui est claire, qui est archaïque mais qui est claire. Et c'est ça qui est apprécié dans ces zones-là et qui leur permet aussi de s'implanter. Alors là, on a fait un rapide tour de la situation économique et sociale. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire. Si vous avez des questions, vous aurez l'occasion de les poser à la fin de cet entretien. Pour faire un focus un petit peu plus économique, Olivier Dubois, attention, brièvement, sans rentrer dans les détails des ressources de chacun des pays, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide panorama des pays du Sahel économiquement, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres, quelle est leur situation économique globale, sans rentrer dans le détail des ressources, etc. C'est un peu difficile la source économique, je vous l'avoue. Au niveau des inégalités qu'il peut y avoir entre les pays, au sein des pays. François Bonneval, vous voulez peut-être répondre à cette question? Ouais, je pense que c'est peut-être trop parce que là... Voilà, moi je vais apporter. Alors, d'abord, on est des pays dans lesquels une partie très importante de l'économie est basée sur ce qu'on appelle les ressources de biomasse. C'est l'agriculture et l'élevage. On est dans des grandes zones pastorales, mais ces ressources-là sont fortement en danger avec l'augmentation des impacts des changements climatiques, et donc là, il y a un vrai danger. Un certain nombre de ces pays sont touchés par ce que j'appelle la malédiction du sous-sol. C'est-à-dire, elles ont de l'uranium, ou elles ont du pétrole, ou elles ont du gaz, qui les met au milieu de tourbillons d'intérêts, à la fois internes et externes, qui sont une partie de la source de tous leurs remous, alors qu'en fait, ils ont besoin de l'argent de ces ressources. Ils ont besoin de l'argent de l'uranium, ils ont besoin de l'argent du pétrole, ils ont besoin de l'argent du gaz, quand il y en a, ou du fer ou de l'or, pour se développer. Or, une grande partie de ces ressources-là, soit partent dans des compagnies étrangères, finalement, ces dernières 10 années, très peu françaises, mais turques, italo-canadiennes, chinoises, sud-africaines. Finalement, les Français on dit, un des arguments du gouvernement, de l'idéologie anti-française qui est propagée dans les réseaux sociaux, c'est dit, les Français nous piquent toutes nos ressources. Mais si on regarde dans les 20 dernières années, les Français, c'est une toute petite partie, finalement, du pillage des ressources qui se fait à beaucoup plus grande échelle par les compagnies chinoises, etc. Donc cet argent n'est pas disponible pour investir. Les villes, donc les campagnes en crise à cause du changement climatique font qu'elles se vident et vont vers des villes dans lesquelles il n'y a pas d'emploi.
ou de l'emploi de vente de cigarettes dans la rue. Voilà. Donc, en fait, on est dans une situation dans laquelle les économies primaires, les ressources qui arrivent ne sont pas investies dans le développement du pays, ou très peu, et le secteur tertiaire est un secteur qui fonctionne quelque part avec la petite valeur ajoutée que l'on gagne en vendant un paquet de cigarettes, puis une cigarette. Voilà. Donc en fait, on est sur des systèmes qui produisent très peu de valeur ajoutée, et donc pas de ressources pour investir. Donc les États sont sous-fiscalisés. Une grande partie de l'économie est ce qu'on appelle le système informel, qui d'ailleurs dit informel parce qu'on n'en comprend pas la forme, mais il est très formalisé, mais il n'est pas fiscalisé. Donc les ressources de l'État, qui devraient être la douane, qui devraient être les impôts, sont très faibles. Donc une grande partie des services, finalement, fonctionnent avec l'aide internationale. Et donc, autour de ça, ça ne peut pas avancer, parce qu'il n'y a pas de ressources pour que ça avance. Toutes les ressources qui sont là partent ailleurs. Du coup, vous avez mentionné l'aide internationale. On parle souvent d'APD, aide publique au développement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, François Grunewald? Alors, l'APD, c'est grosso modo trois grands secteurs. Il y a ce qu'on appelle l'aide budgétaire, donc de l'argent qui est donné par des gouvernements ou des structures intergouvernementales comme l'Union européenne au budget des pays, donc, dont la gestion à ce moment-là est faite par les ministères des Finances, donc ça c'est l'aide budgétaire. Il y a ce qu'on appelle l'aide projet, qui est donc des projets qui sont discutés en fonction des demandes, des besoins, etc. Et dans cette aide projet, il y en a une partie qui est en prêt, dans lequel les gouvernements, quelque part, s'endettent pour faire des projets, et une partie qui est en don, donc qui cette fois n'est pas remboursée. Et donc cette APD, donc avec l'aide budgétaire et ces deux parties de l'aide projet, la partie en prêt et la partie en don, alors ça représente des sommes très importantes quand même, mais on se rend compte que par exemple dans un certain nombre de pays, l'argent que la diaspora envoie est largement supérieur à l'APD qui est envoyé par l'aide internationale, qui passe par d'autres chaînons, d'autres canaux, etc. Ce qu'il faut juste voir, c'est que une partie de l'APD, quelque part, rentre dans les pays qui la donnent par des salaires, par des investissements. La grande différence entre ce qui a été l'aide anglaise pendant très longtemps et puis qui redevient comme ça et l'aide française, c'est qu'une partie de l'aide anglaise est non liée. Donc, si c'est une entreprise ou des personnels non anglais qui sont pris, c'est pas grave. Une partie de l'aide française reste liée. Il faut que les entreprises françaises, ça a été notamment la politique de Fabius, de la diplomatie économique, qui pour moi a été un vrai piège, car a contribué à décrédibiliser l'image de la France, qui nous a rendus genre avides. On ne vous donnera rien si ça ne nous rapporte pas quelque chose. Ce qui est désastreux comme image de l'aide. D'autant plus qu'on sait, on l'a abordé un peu plus en avant, quand il y a beaucoup de problèmes de corruption. Justement, est-ce que l'APD, quelle est son efficacité et est-ce qu'on sait si elle est effectivement toujours distribuée au service des populations ou est-ce qu'une partie peut être détournée au profit d'une élite ou de la classe dirigeante? Toujours François Grunewald, tu m'as dit. Alors, la réponse est il y en a une partie qui va vers les populations, heureusement, une partie qui est détournée par des mécanismes corrupteurs, y compris vers les classes dirigeantes. Mais moi, je me rappelle quand j'étais donc jeune agronome au Mali, je discutais avec un cadre d'une grande agence internationale qui me disait oui, on va devoir se battre contre toute une série d'instituteurs parce qu'on leur a donné de l'argent pour acheter des chaises et en fait ils ont construit eux-mêmes les chaises, ils ont gardé la différence. En fait, la différence, c'est de quoi s'acheter 2 sacs de mil pour nourrir la famille. Donc c'est-à-dire 5 €. La personne qui critiquait ces gens-là, lui, il était payé 8 000 € et son billet d'air. Et donc, quelque part, il y a des perversions de perspective. C'est quoi la corruption? C'est les gros salaires des acteurs de l'aide ou c'est le petit institut qui doit acheter des chaises à 10 € et finalement va les fabriquer à 5 €, il va garder 5 € pour nourrir sa famille, sachant qu'il est sous-payé et qu'éventuellement pendant 6 mois il n'a pas de salaire.
voilà, donc évidemment, celui qui vole un œuf peut voler un bœuf, on a toujours cette crise-là, mais voilà, c'est important de voir qu'on est sur des systèmes potentiellement avec pas mal de perversions dans leur mécanisme. Et qu'en fait, la petite corruption de survie, qui est évidemment inacceptable, n'est pas la même chose que le ministre qu'on continue d'inviter à l'ambassade de France, etc., que tout le monde sait que pour toute une partie de l'aide, ça a permis à ce qu'il construise sa maison et qu'éventuellement il envoie de l'argent à Genève et qu'il achète un hôtel à Paris. Et on tape plus facilement sur l'instituteur. Merci. Dernière question, et pour revenir sur dernière question sur la macroéconomie, justement, pour revenir sur cette plus grande échelle, est-ce que ces putschs, et peut-être en lien avec la corruption, est-ce que ces putschs sont des occasions pour des pays alors qu'on pourrait considérer prédateurs, peut-être que nous on les considère prédateurs parce qu'on est français et que les populations locales les considèrent juste comme des pays acheteurs, pour notamment la Chine ou la Russie, pour étendre une emprise économique sur ces pays. Toujours François Grunewald, je pense, sauf si Tanguy, vous avez... Allez-y. Un petit truc, pareil, ça fait écho à ce que tu disais. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ces pays, et tu l'as bien souligné, il n'y a quasiment pas de capacité de lever l'impôt. Parce qu'il n'y a pas de fonctionnaires. Et il y a très peu de fonctionnaires parce qu'on a aussi eu des phénomènes d'appauvrissement de l'État à partir des années 90, notamment sur les plans de restructuration du FMI. Donc il y a eu une véritable saignée des États, notamment maliens et burkinabés, où en fait on est passé à des taux de fonctionnaires qui sont quasiment les plus bas au monde à ce moment-là, pour des pays qui étaient relativement bien dotés sortis des années 80. Et donc cette incapacité à lever l'impôt, elle oblige en fait le pouvoir à avoir une certaine proximité avec le milieu des affaires. Donc on parlait de corruption, la corruption, bon, ça peut être aussi une manière de stabiliser des régimes, et aujourd'hui, les banques de ces régimes, ce sont les économies extractrices. Donc ça va être l'or, ça va être... Par exemple, c'est intéressant de voir, il y a Vincent Bonnecase qui vient de faire un très, très joli livre qui s'appelle « Les prix de la colère au Burkina Faso », qui explique en fait comment les Burkinabés ne mangent pas du riz burkinabé. Le riz burkinabé de bonne qualité est exporté, les Burkinabés mangent du riz asiatique. Donc voilà, vous avez des phénomènes économiques qui sont totalement absurdes. Et en effet, en fait, mais l'internationalisation de la haute bourgeoisie africaine, elle date pas d'hier. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, toutes ces grandes compagnies canadiennes, sud-africaines, etc., qui exploitent par exemple l'or au Mali, au Burkina, ça fait très longtemps qu'elles sont là, ça fait très longtemps que les hautes sphères du pouvoir sont intégrées là-dessus, ça fait très longtemps que les régimes, en fait, survivent sur ces mines. Donc, qui est les Français, qui n'est pas les Français, c'est déjà en fait des gens qui ont d'habitude, qui ont des traditions commerçantes internationales depuis très très longtemps et qui se débrouillent très bien en fait. Ouais. En fait, historiquement, on est passé de la période de ce qu'on appelle les échanges triangulaires. Donc le riz venait d'Asie, cassait les prix des céréales locales. Les villes se sont mis à manger du riz et du blé. L'agriculture s'est mise à produire de l'arachide et du coton pour nos industries. Et nous, on renvoyait des cotonnades. Et donc ça, c'est la période de 17e, 18e siècle. On est rentré ensuite dans une période où on a découvert l'importance des ressources du sous-sol. Et donc, se sont mis en place des mécanismes d'extraction de ces ressources et de financement des infrastructures, y compris routières, qui permettaient de les utiliser. Les gros axes africains que l'on a pu voir se construire, quelque part, ils permettaient aussi de faire partir l'uranium ou les trucs comme ça, ou les grands produits agricoles vers les ports. Donc il y a quand même une organisation autour de ça. Et puis nous, on est arrivés en essayant enfin, la coopération française et quelques autres coopérations sont arrivées en disant il faut que, ce truc-là continue d'exister, ces mécaniques extractives, parce que nos économies ont besoin, mais aussi il faut aider les populations, et on a mis en place des systèmes à la fois d'aide, mais de conditionnalité.
Et puis on est arrivé dans une période, là, notamment avec ces coûts, avec toute une série d'incompréhensions de ces conditionnalités, dans lesquelles les gens disent « Non, nous on veut travailler qu'avec des gens qui ne mettent pas de conditionnalité, parce que c'est compliqué, des droits de l'homme, les droits de la femme, la démocratie, c'est un peu... Et donc on va préférer travailler avec des acteurs qui sont potentiellement encore plus exploiteurs que ce que n'était la présence française. Les contrats avec les Chinois, c'est tueur pour l'économie africaine, mais au moins eux, ils ne nous embêtent pas avec leurs conditionnalités. Et on est rentré dans cette marche-là. Il y a toute une partie de l'intelligentsia intellectuelle qui est très inquiète, parce que ça veut dire que l'Afrique va vendre à bas prix ses ressources et va vendre à bas prix ses principes. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas complètement dans l'écran radar. Il y a des réflexions, il y a des réseaux très passionnants de think tanks africains qui travaillent là-dessus. Mais évidemment, ils n'ont pas du tout les moyens des réseaux qui, alors là, sont soutenus par les Chinois, par les Russes, qui, eux, sont très, très, très actifs dans la contre-propagande. Et donc, c'est là où il va falloir trouver les moyens d'être un peu intelligents. Diadier Dembélé, dans votre livre, vous parlez d'une différence entre des milieux urbains très commerciaux avec des ruralités plus tournées vers l'agriculture manuelle. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce qu'on voit, comme en France par exemple, des mouvements de population des campagnes vers les villes pour trouver du travail? Oui, tout à fait. Les populations rurales immigrent en masse dans la ville. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'économie informelle. C'est d'ailleurs ces populations qui en sont à la base. Souvent, soit ils arrivent, donc travaillent sur des chantiers de construction, ou deviennent ce qu'on appelle au Mali des commerçants ambulants, c'est-à-dire qui déambulent dans les marchés, entre les hangars, et qui essaient de revendre des cigarettes ou des bonbons pour enfants, ou même parfois des vêtements, et qui au fur et à mesure s'insèrent aussi dans cet axe commercial-là. Après, la différence peut être que dans certains milieux ruraux, comme dans le sud, le vrai sud, j'ai envie de dire, la région de Sigasso, qui est une région d'agriculteurs, voilà, et de Koutiala, où on essaie vraiment de mettre en place des programmes d'agriculture qui accompagnent les paysans à pouvoir rester sur place, à pouvoir cultiver le coton, puisque le Mali fait partie des principaux exportateurs de coton. Donc, la principale différence peut-être que ces cotonculteurs, quand même, avec l'argent qui est issu de la vente de ce coton, parviennent à avoir à peu près le même niveau de vie, finalement, que certains commerçants qui habitent dans les grandes villes. Et concernant les personnes qui quittent le pays pour aller donc, vers d'autres horizons plus joyeuses, est-ce que, et en plus vous travaillez donc, dans une structure qui a... Je travaillais. Travaillez, ok. Concernant les migrants sahéliens, est-ce que vous saurez nous dire s'ils se dirigent plutôt vers des pays voisins, vers l'Europe ou encore vers d'autres destinations ? Et si l'ambition est plutôt de prendre un nouveau départ durable dans un autre pays, ou si, comme des migrants ukrainiens par exemple, la volonté c'est au plus vite possible de retourner dans le pays dès que les instabilités se seront calmées. Ça dépend des situations. Par exemple, je sais que déjà à l'intérieur du Mali, il y a ce qu'on appelle les déplacés, donc des gens qui quittent des régions situés plus au nord ou au centre et qui arrivent un peu plus au sud. Donc eux, bien effectivement, ou bien ceux qui se réfugient par exemple dans les pays voisins comme le Niger ou le Burkina Faso parce que ça ne va pas dans les villages où ils habitent. Ils habitent souvent dans des camps pour réfugiés ou pour déplacés. Donc ceux-là attendent effectivement que la situation s'améliore pour pouvoir retourner dans leur village parce que tout à l'heure, on discute autour des éleveurs, donc c'est des gens qui ont des habitudes de transhumance sur les terres, donc qui ont appris à élever le bétail comme ça, donc ils ne savent pas faire autrement et qui peut-être n'ont pas envie de faire autrement. Et sur d'autres populations qu'on qualifie peut-être de migrants économiques, parce que moi je viens d'une région, je suis originaire d'une région dans l'ouest du Mali, la région de Caille, qui dans les années 60-70 a connu
une grande immigration, on va dire une grande vague d'immigration vers l'Europe et principalement la France. Cela, il y a quelque part comme une culture qui s'est installée puisque le désert avance, donc il y a une désertification et qu'il y a de plus en plus de sécheresse. Finalement, l'agriculture n'est presque pas une option pour beaucoup de gens. Donc, la plupart de ceux qui immigrent de ces régions-là partent parce que la situation globale est instable, mais ils partent aussi pour venir travailler en France, pouvoir améliorer leur situation et oui, un avenir radieux peut-être, même si les choses sont plus compliquées que ça. Oui, peut-être juste pour compléter ce qui vient d'être dit. Bon, pour ceux il y a des périodes importantes. Il y a cette période que tu viens de décrire. Ceux qui veulent la comprendre, il y a un bouquin magnifique qui s'appelle Le long voyage des gens du fleuve de Diabesso, qui est mort hélas, mais qui raconte toute cette histoire de la migration qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a commencé avec les saracolés qui faisaient déjà le tour du monde dans les caves des bateaux au charbon. Hein, donc il y a ça. Et qui en fait renvoyaient de l'argent dans les villages. Moi, ça a été mon premier travail avec le GRDR, d'accompagner des groupes de migrants qui renvoyaient de l'argent dans leur village pour essayer de développer les villages. Et puis, donc, sous Mitterrand, a été mis en place le système de regroupement des familles qui a complètement changé la dynamique, qui a fait que les gens ont commencé à rester. Et en même temps, la dégradation et la migration devenait plus large sur l'Afrique, donc beaucoup de migration interne, mais on a vu arriver, parce que le développement d'autres conflits, d'autres gens en France que simplement les Saracolais. Ce qui est très clair, c'est que face au conflit, face à la dégradation des conditions économiques et climatiques, face à plein de difficultés, les gens votent avec leurs pieds, prennent la route d'Agadez, prennent les bateaux de Nouakchott ou de Dakar, pour aller vers des espoirs plus clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun ne va vers la Russie. Vous l'avez rapidement évoqué, François Grunewald, dans votre intervention, le changement climatique. Le changement climatique, quel impact a-t-il sur ces pays, sur les populations sahéliennes? Alors on pense notamment à la capacité à se nourrir, mais ça peut être dans d'autres secteurs, évidemment. Le changement climatique dans cette zone-là, ça amène donc une multiplication et rapprochement des sécheresses. Ça amène augmentation des phénomènes extrêmes avec des inondations dans des villes, dans des campagnes, à des endroits où il n'y en avait pas avant. Ça amène aussi beaucoup d'incertitudes dans les calendriers agricoles. Donc avant, les gens savaient à quel moment il faut planter, et à quel moment il faut peut-être ressemer. Maintenant, les gens sont perdus, les agriculteurs me disent, mais on ne sait plus, parce que ça change tellement. Donc ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, ça modifie de façon très sensible les problématiques de température en ville. Hein, les vagues de chaleur deviennent un vrai problème dans un certain nombre de villes africaines. Et les gens n'ont pas l'argent pour se payer la clim. Et donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Et il y a même des endroits où la sécheresse commence à toucher des villes, qui fait qu'il va falloir aller chercher l'eau beaucoup plus loin pour nourrir la ville. Donc il y a vraiment des difficultés très massives sur l'urbanisme, sur l'agriculture, sur les conditions de vie, sur même comment on conçoit un service. Quand l'AFD a construit l'hôpital de Sévaré, au Mali, ils ont fait un hôpital moderne, classique, comme on fait, avec des murs en béton et des climatiseurs. Le budget énergétique de cet hôpital est supérieur au budget de santé de la province de Mopti et de Gao. Rien que pour faire... À Gao, il y a un vieil hôpital qui était génial, qui était l'ancien hôpital, qui était fait avec les techniques type voûte nubienne, très haut, des circulations d'air extrêmement intelligentes. On était dans l'hôpital, dehors il faisait 45, on était dans l'hôpital, il faisait frais. Et il y avait juste besoin d'un climatiseur pour le théâtre d'opération et garder les vaccins. Et voilà, donc on ne sait pas utiliser ces connaissances. Et pour reprendre un petit peu le point qui a été dit tout à l'heure, il y a deux choses absolument fantastiques, je trouve. Il y a d'une part les connaissances traditionnelles. Pour des maladies comme l'anthrax, il y a un mot vétérinaire en français, il y a 7 mots en langue peul.
Donc des connaissances très fines des différents. Et puis il y a quand même ces sauts technologiques que l'Afrique fait. On est passé d'un endroit où il y avait très peu de lignes terrestres à un endroit où tout le monde a des portables. Les paysans au fond de la brousse, ils ont des portables, ils regardent un petit peu quels sont les prix, ils communiquent avec leur famille. C'est aussi de la propagande qui peut passer, mais en tout cas, la télécommunication passe beaucoup. Et puis, ce qu'on va développer maintenant, c'est les drones de transport. Au Rwanda, par exemple, mais ça commence aussi à se développer au Mali, on peut transporter des sacs de sang pour faire des soins médicaux à travers des distances énormes dans lesquelles pour y aller en camion, pour y aller en voiture, ça prendrait 12 heures. Là, en 3 heures, on amène le sang aux blessés et on arrive. Donc l'Afrique, à cause de ces contraintes, de ces infrastructures, de ces difficultés logistiques, fait aussi des pas technologiques absolument fabuleux. Olivier Dubois, en tant que journaliste, ça ne vous a sûrement pas manqué. Les médias français sont de moins en moins les bienvenus au Sahel. On a notamment une interdiction de RFI, de France 24 par exemple. On a également la Russie qui organise une désinformation dans ces régions via les réseaux sociaux entre autres. Selon vous, quelles sont les perspectives du journalisme au Sahel ? Ça me semble compliqué, les perspectives du journalisme au Sahel. Il y a la pratique actuellement, depuis qu'il y a eu ces coups d'État, de l'autocensure, quoi. On a peur des représailles, les journalistes locaux ont peur des représailles. Donc, moi, j'ai vécu, si vous voulez, deux Mali, quoi. À l'époque où j'y étais, on pouvait dire à peu près ce qu'on voulait, sous l'époque Ibeka, quand il y avait le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est vrai que maintenant, avec les gens, on se rend compte que les journalistes n'osent plus parler, les intervenants, les gens qu'on allait interviewer n'osent plus aussi se confier, ou alors ils le font en anonymat. Et les journalistes locaux s'autocensurent. Donc l'avenir ne va pas être super rose pour les journalistes tant qu'il y a ce type de gouvernance dans les pays sahéliens. Une question finalement assez similaire pour vous, Diété Dembélé. Quelle liberté reste-t-il pour les acteurs culturels et quel rôle peuvent-ils jouer s'ils en ont un à jouer ? C'est une question assez difficile, je trouve. La liberté pour les acteurs culturels, je pense que malgré, déjà, par la distinction, les journalistes, eux, sont confrontés à autre chose qui est, par exemple, les acteurs culturels comme les metteurs en scène, les comédiens, les écrivains, etc. C'est tout un tout autre domaine, en fait, parce que même traditionnellement, on peut utiliser l'art. Le côté pas traditionnel, par exemple, qui existe depuis très longtemps et qui, de manière très satirique, en fait, dépeint tout ce qui va à travers. Donc, je pense que là-dessus, les acteurs culturels, ont beaucoup plus de liberté que les journalistes, peuvent continuer à monter des spectacles. Voilà, il y a eu même un film très intéressant, comme par hasard, qui traite sur le sujet d'un colonel qu'on pensait qu'il allait être censuré. Alors, j'ai beaucoup de mal à traduire le titre en français, mais en quelque sorte, c'est comme si on disait le taureau du colonel veut s'évader, quelque chose dans ce genre-là. Donc, oui. Et l'autre partie de la question, c'était de savoir... Quel rôle les acteurs culturels ont à jouer dans des temps troubles comme le connaissent certains pays du Sahel actuellement ? Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs rôles. Pour ma part, je pense que je vais dépendre ma paroisse, je ne sais pas si c'est l'expression précise. C'est ça. Mais en tant que touche-à-tout, en tout cas dans le domaine de l'écriture, je pense que le rôle qu'on peut avoir, c'est déjà de déconstruire certains imaginaires concernant l'Afrique, surtout concernant le Mali, et aussi essayer de faire les ponts entre les cultures. Donc, pour ma part, entre le Mali et la France, et en tout cas, c'est pour le moment l'ancrage territorial principal de ce que je fais. Donc, c'est de réparer, en fait, quelque part, avec les mots, là où les dirigeants essaient de résoudre les problèmes avec les 3D. Juste autour de ça, je crois qu'il y a deux phénomènes qui sont assez impressionnants. D'abord, tu l'as évoqué un peu, le rôle du griot. Donc le griot, c'est ce chanteur populaire, mais c'est aussi cet intercesseur dans les conflits.
c'est lui qu'on va inviter dans des réunions un petit peu difficiles et qui va chanter avec sa chora ou des choses comme ça. Oui, mais lui, il pense que tu penses ça, et toi tu penses ça, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Donc, qui a un rôle d'intercesseur culturel et de médiateur en utilisant l'art, la musique. C'est quelque chose de très important dans les villages. Donc ça, c'est un premier point qui est fondamental. Et le deuxième, dans tous ces pays, et notamment c'était très vivant au Mali autrefois, il y avait ce qu'on appelait les biennales artistiques. Donc les biennales artistiques, c'est des espèces de compétitions musicales, de théâtre, entre les régions. Et ça avait un rôle absolument fondamental dans la cohésion nationale. Donc, Kai contre Nioro, Ségou contre Mopti, Kidal contre... et faisait des concours, et puis à la fin il y avait la rencontre du gagnant, etc. Mais ça amenait des échanges, donc des jeunes artistes allaient dans les autres régions, et ça jouait un rôle absolument fondamental dans la cohésion nationale. Il y avait aussi des biennales sportives. Toutes ces choses-là ont en partie disparu. Et c'est sans doute un élément qui manque, parce que ça permettait de faire d'un acte national, qui est la Biennale des Arts avec ses compétitions, une rencontre de tous les arts des différentes régions du Mali. Et ça jouait un rôle absolument fondamental dans quelque part la recherche d'une cohésion sociale. L'art étant un porteur de ça, et le foot étant l'autre porteur. Tanguy Kidler, un mot sur la jeunesse. Elle est prédominante au Sahel. Au Niger, par exemple, 50% de la population a moins de 15 ans. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un facteur d'espoir pour les années à venir, ou au contraire que ça va être compliqué d'avoir des pays si jeunes? Il y a forcément un point qui est très inquiétant, c'est que, là on parlait justement des structures sociales qui préexistaient au conflit, mais qui a déjà 10 ans. L'aspect inquiétant, c'est que justement on va reparler un petit peu de ces zones rurales, même si bien sûr il y a un afflux massif et qu'aujourd'hui il y a des travaux très, très intéressants d'ailleurs de géographes sur ces questions, sur justement qu'en fait il n'y a plus de cloison en fait entre ce monde rural et ce monde urbain, les gens circulent beaucoup. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une conversion massive au métier des armes de toute une partie de la jeunesse malienne, burkinabé, nigérienne, que ce soit dans des formes liées à l'autodéfense, moi c'était le cœur de mes recherches, que ce soit le djihadisme, que ce soit le banditisme, ou que ce soit même au sein des armées nationales. Donc, et quand même, alors on a parlé justement des biennales d'art, des événements sportifs. Ça fait longtemps qu'elles n'ont plus lieu, beaucoup trop longtemps sûrement. Et je pense qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, une destruction aujourd'hui et une fragmentation des sociétés en cours, qui sont quand même des processus longs et qui, dans les zones les plus touchées, moi, me rendent quand même assez pessimiste. Et les points positifs, au contraire, c'est justement qu'il y a quand même, vous l'avez dit, une migration qui est dynamique, une culture de l'aventure sous toutes ses formes, parce que la migration, je ne vais pas vous les mots de Diadier, t'en parlera sûrement bien mieux que moi de l'intime, en fait, de ceux qui voyagent dans cette région et plus loin, et qui est là aussi génial, parce que ce qui s'importer, c'est aussi après rapporter d'autres choses, et on peut voir qu'il y a beaucoup quand même de belles histoires dans la grande histoire triste actuelle, je pense. Alors, Tanguy, vous parliez justement de l'armement qu'on retrouve dans la société. Je crois que vous avez écrit sur les Koglo et Glo. Je suis désolé si je prononce mal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que justement sur la justice, peut-être que c'est une question qui se pose justement pour le futur de ces pays-là, l'auto-armement et l'auto-justice qui se pratiquent. Oui, parce que justement, ça peut faire le lien avec les discussions qu'on a eues précédemment. C'est-à-dire que quand je commence mon travail en 2017, le Burkina Faso n'est pas du tout dans cette situation de conflit armé qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait ces mobilisations armées, donc qui sont liées à ce qu'on appelle dans la littérature sur ces mobilisations armées à des activités de vigilantisme. Donc c'est-à-dire faire la police dans son quartier, faire la police dans son village, en l'absence justement d'un État ou justement en contre-modèle
d'un État qui ne fait pas bien son travail. Et c'était intéressant justement d'observer en fait comment des citoyens ordinaires s'accaparaient justement des activités de police, des activités de justice, ils organisaient des procès, et comment en fait il y avait cette volonté d'État en fait, c'est-à-dire que c'était présenté, et j'ai essayé un peu de montrer ça dans mon travail, c'était présenté justement comme la faillite voilà, une zone de non-droit. Non, en fait justement les gens avaient besoin de créer du droit par rapport au désordre ambiant. Et donc, c'est s'organiser localement pour remédier à ça. Bon, là-dessus, le conflit est arrivé, mais ce qui était, là, je me répète peut-être, vraiment intéressant, c'était qu'il y avait ce discours sur la sécurité en disant, bah voilà, on a besoin de plus de sécurité par rapport au phénomène de banditisme, par rapport à parfois ces djihadistes qu'on voit un petit peu traîner, mais il y avait aussi tout un discours sur l'État nous a abandonnés, et on a besoin d'avoir des routes, on a besoin d'avoir une école qui fonctionne, on a besoin de fonctionnaires qui soient compétents et qui ne demandent pas des pots de vin. Et justement, ce discours sur la probité et, une nouvelle fois, ce que tu disais aussi, Olivier, ce besoin de justice, besoin d'une justice sociale et d'une justice qui fonctionne quand on a des problèmes quotidiens, que ce soit des histoires de parcelles, des histoires de banditisme. Même expéditive, il faut une justice, c'est ça. Elle n'était pas si expéditive que ça d'ailleurs, mais elle était perçue, bon, elle était violente, elle était parfois arbitraire, mais elle était perçue comme plus juste et en tout cas plus transparente, parce qu'elle se faisait aux yeux de tous, et justement en opposition à la justice des Blancs, c'est-à-dire un code civil qui est le code civil quasiment français, hein, pour pas mal d'articles, dans des pays où, d'ailleurs même pas forcément dans des pays, mais où moi on me mettrait aujourd'hui dans le système judiciaire français, je ne comprendrais pas forcément grand-chose non plus, parfois ce qui pourrait m'arriver, et où en fait ces gens avaient l'impression justement de payer très cher pour des décisions qui ne répondaient pas à leurs besoins immédiats. D'accord. Et en fait, s'organiser localement, ça avait été perçu comme une manière, disons, idoine de régler ces problèmes. Toute dernière question qui s'adressera à chacun de vous l'un après l'autre. Alors très rapidement, je sais que ça peut être un peu compliqué. Quelles sont chacun, peut-être vos prédictions, optimistes, pessimistes pour la suite au Sahel? En commençant peut-être par Olivier Dubois, disons. Bon moi je vais pas être très optimiste, hein. Mais en même temps j'étais très surpris par ce qui s'est passé au Burkina et au Niger. Moi j'étais encore là-bas et le Niger j'étais déjà dehors. J'ai pas de lecture en fait, je vois pas ce qui peut arriver. Voilà, c'est un gros point d'interrogation, mais je vois pas comment les choses pourraient s'inverser en bien, quoi. Il y a une sorte de fuite en avant que je comprends pas trop et je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je vois pas ça de façon optimiste, ouais, c'est sûr. François Grunewald, peut-être? Moi, je suis pessimiste sur le court terme, mais j'aurais envie d'être optimiste sur le long terme. Donc, en effet, sur le court terme, les choses vont continuer de se dégrader, etc. Il n'y a pas de force, etc. Il y a un moment où on peut espérer une réaction. Il y a un moment où on peut espérer, parce qu'il y a quand même aussi des sociétés civiles qui existent, qui ne sont pas toutes ni djihadistes ni pro-russes. Il y a des acteurs, des réseaux de chercheurs passionnants dans ces pays. Il y a des gens qui ont compris de tourner à travers le monde et qui ont vu d'autres choses. Donc voilà, le point de départ est très pessimiste. Mais dans les différents scénarios possibles, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi le scénario optimiste. Et je pense qu'il faut se battre pour celui-là. Merci pour ce brin d'optimiste. Tanguy, votre perspective? Je suis pas très optimiste sur le court terme. Comme je disais, on est dans une période de déstructuration sociale et de diffusion de la violence. Ce qui est, moi, me rend optimiste sur le temps long, c'est que je pense qu'on est aussi dans des processus de formation des États assez normaux en fait. Si on regarde l'Europe par exemple, il a fallu quand même plusieurs guerres, même mondiales, pour qu'on se comprenne que c'était pas une bonne idée de se foutre sur la gueule et de redéfinir les frontières, etc.
Et je pense que en fait, la fin des interventions internationales, en tout cas militaires, peut être aussi un début de fin du conflit. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus personne pour s'interposer. Et malheureusement, c'est un désastre humanitaire, et maintenant, malheureusement, c'est horrible de dire ça, mais à un moment, les gens qui veulent se battre doivent trouver la fin de la guerre, c'est l'accord. Et c'est le début de la paix. Et ces gens doivent discuter entre eux et trouver en tout cas des modalités les modalités qu'ils veulent pour se côtoyer. Et je pense que c'est malheureusement des processus très longs et qu'il faudra beaucoup de temps, je pense. Enfin, Diadier. Je comptais en disant que je suis absolument d'accord avec ce que Kittler vient de dire. Je pense que je vais essayer d'être optimiste sur plein de choses. Bon, après, je n'ai pas forcément des éléments d'analyse sur le long terme ou sur la situation sécuritaire, mais j'ai presque envie de dire que puisque la population est jeune, de là, c'est qui, en tout cas, ont échoué quelque part. Quand je dis ceux-là, je parle des hommes politiques qui ont émergé dans les années 90 avec l'espoir de l'instauration de la démocratie, donc ont échoué. Donc il y a une nouvelle génération, certes incarnée par des militaires, qui est arrivée. Peut-être dans 10 ans, il y aura une autre génération qui ira un peu plus loin que les deux précédentes. Donc j'essaie d'être optimiste, même si au fond, je suis pessimiste. Merci à tous les quatre.